Bonjour. Le Midi et Demi Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother? Les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne. L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique, pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 8. Régime sans elle. Parsons recommença à parler. Est-ce que je vous ai déjà raconté, vieux, que mes 2 gamins ont mis le feu à la jupe d'une vieille du marché? Ils l'avaient vue enveloppée du saucisson dans une affiche de Big Brother. Ils se sont glissés derrière elle. Et ils ont mis le feu à sa jupe avec une boîte d'allumettes. Et ils ont fait une très mauvaise brûlure, je crois. Quel petit coquin, pas? Mais malins comme des renards. C'est une éducation de premier ordre qu'on leur donne maintenant aux espions. Meilleure même que de mon temps. Dites, que croyez-vous qu'on leur ait donné dernièrement? Des cornets acoustiques pour écouter par les trous des serrures. Ma petite fille en a apporté un à la maison l'autre soir. Elle l'a essayé sur la porte de notre salon et elle estime qu'elle peut entendre 2 fois mieux qu'avec son oreille sur le trou. Le télécran à ce moment émit un coup de sifflet perçant. C'était le signal de la reprise du travail. Les 3 hommes bondirent sur leurs pieds et se joignirent à la bousculade autour des ascenseurs. Le reste du tabac tomba de la cigarette de Winston. Winston écrivait dans son journal « Il y a de cela 3 ans, c'était par un sombre après-midi, dans une étroite rue de traverse, près de l'une des grandes gares de chemin de fer. Elle était debout près d'un porche, sous un réverbère qui éclairait à peine. Elle avait un visage jeune, recouvert d'une épaisse couche de fard. C'est en réalité le fard qui m'attire, sa blancheur analogue à celle d'un masque, et le rouge éclatant des lèvres. Les femmes du parti ne fardent jamais leur visage. Il n'y avait personne d'autre dans la rue, pas de télécran. Elle dit $2, Il était pour l'instant trop difficile de continuer. Winston ferma les yeux et les pressa de ses doigts pour essayer d'en expurger le tableau qui s'obstinait à revenir. Il sentait le désir presque irrésistible de proférer à tue-tête un chapelet d'injures, ou de se cogner la tête contre le mur, ou de donner des coups de pied à la table et de lancer l'encrier par la fenêtre, de faire n'importe quoi de violent, de bruyant ou de douloureux qui pourrait brouiller et effacer le souvenir qui le tourmentait. Une année, un document d'archives. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. 1984. Nina, tu te souviens quand tu t'es masturbée en direct à la télé autrichienne? En fait, ça s'est passé comme ça. Nina Hagen. J'avais mon boyfriend Ferdinand qui était un junkie. Et puis Ferdinand m'a fait un bébé. Et on ne peut avoir un bébé que si on a une vie sexuelle vraiment extatique. À ce moment-là, on peut avoir des bébés, tu sais. Et moi, je veux pas d'enfant pour le moment. Alors je ne peux pas développer mon énergie sexuelle parce que je sens que je dois montrer aux femmes dans le monde comment avoir un orgasme. Et ça vient du fond de mon cœur. Maintenant, en Afrique, au Niger et dans tous ces pays, il y a le sida et tous ces gens qui manquent de nourriture. Toutes les femmes, c'est vrai, je plaisante pas, les femmes ne peuvent pas avoir d'orgasme parce qu'elles ont été excisées. Tout le monde le sait maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles il faut parler de la liberté sexuelle, c'est très important. Et pour cette raison, j'ai fait ça à la télé autrichienne et après je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. It has no orgasm because everything is cut off.
Everybody knows this by now, and well, it's one of the reasons to talk about free sexuality. It's very important, yeah. That was the reason I did that on Austrian television. And after that I became pregnant and I got my baby. Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n'importe quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelques symptômes visibles. Il pensa à un homme qu'il avait croisé dans la rue il y avait quelques semaines. Un homme d'aspect tout à fait quelconque, un membre du parti de 35 ans ou 40 ans, assez grand, mince, qui portait une serviette. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Le côté gauche du visage de l'homme fut soudain tordu par une sorte de spasme. Cela se produisit encore juste quand ils se croisaient. Ce n'était qu'une crispation, un frémissement aussi rapide que le déclic d'un obturateur de caméra, mais visiblement habituel. Winston se souvint d'avoir pensé à ce moment « Ce pauvre diable est perdu ». L'effrayant était que ce tic était peut-être inconscient. Le danger le plus grand était celui de parler en dormant. Mais autant que pouvait le savoir Winston, il n'y avait aucun moyen de se garantir contre ce danger-là. Il reprit son souffle et continua à écrire. Je la suivis à travers le porche et une cour intérieure jusqu'à une cuisine en sous-sol. Il y avait un lit contre le mur et, sur la table, une lampe dont la flamme était très basse. Les dents de Winston étaient glacées. Il aurait aimé cracher. En même temps qu'à la femme du sous-sol, il pensait à Catherine, sa femme. Il était marié, ou tout au moins s'était marié. Il était probablement encore marié car pour autant qu'il le sût, sa femme n'était pas morte. Il lui sembla respirer encore la chaude odeur lourde de la cuisine du sous-sol, une odeur composée de punaises, de vêtements sales, de mauvais parfums à bon marché, mais pourtant attirante, parce que les femmes du parti ne se servaient jamais de parfum, et on ne pouvait les imaginer parfumées. Seuls les prolétaires se servaient de parfum. Dans son esprit, l'odeur était inextricablement mêlée à l'idée de fornication. Son aventure avec cette femme avait été son premier écart après 2 ans environ. Fréquenter les prostituées était naturellement défendu, mais c'était une de ces règles qu'on pouvait parfois prendre sur soi de transgresser. C'était dangereux, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Être pris avec une prostituée pouvait signifier 5 ans de travaux forcés, pas plus, si on n'avait commis aucune autre offense. Et c'était assez facile pourvu qu'on pût éviter d'être pris sur le fait. Les quartiers pauvres fourmillaient de femmes prêtes à se vendre. Quelques-unes pouvaient même être achetées avec une bouteille de gin, liquide que les prolétaires étaient censés ne pas boire. Tacitement, le parti était même enclin à encourager la prostitution pour laisser une soupape aux instincts qui ne pouvaient être entièrement refoulés. La simple débauche n'avait pas beaucoup d'importance, aussi longtemps qu'elle était furtive et sans joie, et n'engageait que les femmes d'une classe méprisée et déshéritée. Le crime impardonnable était le contact sexuel entre membres du parti. Mais bien que ce fût l'un des crimes que les accusés confessaient invariablement lors des grandes épurations, il était difficile d'imaginer qu'un tel contact pourrait survenir actuellement. Le but du parti n'était pas simplement d'empêcher les hommes et les femmes de se vouer une fidélité qu'il pourrait être difficile de contrôler. Son but inavoué, mais réel, était d'enlever tout plaisir à l'acte sexuel. Ce n'était pas tellement l'amour, mais l'érotisme qui était l'ennemi, que ce fût dans le mariage ou hors du mariage. Tous les mariages entre membres du parti devaient être approuvés par un comité appointé, et bien que le principe n'en eût jamais été clairement établi, la permission était toujours refusée quand les membres du couple en question donnaient l'impression d'être physiquement attirés l'un vers l'autre. La seule fin du mariage qui fut admise était de faire naître des enfants pour le service du parti. Le commerce sexuel devait être considéré comme une opération sans importance, légèrement dégoûtante, comme de prendre un lavement. Cela non plus n'avait jamais été exprimé franchement, mais d'une manière indirecte. On le rabâchait dès l'enfance à tous les membres du parti. Il y avait même des organisations, comme celle de la Ligue anti-sexe et des juniors, qui plaidaient en faveur du célibat pour les 2 sexes. Tous les enfants devraient être procréés par insémination artificielle, artsem en novlangue, et élevés
dans des institutions publiques. Winston savait que ce n'était pas avancé tout à fait sérieusement, mais ce genre de concept s'accordait avec l'idéologie générale du parti. Le parti essayait de tuer l'instinct sexuel, ou, s'il ne pouvait le tuer, de le dénaturer et de le salir. Winston ne savait pas pourquoi il en était ainsi. Mais il semblait naturel qu'il en fût ainsi, et en ce qui concernait les femmes, les efforts du parti étaient largement couronnés de succès. 2 minutes de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien. Voyons qui est droit, frères et sœurs. On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Quand vous avez sorti le deuxième sexe en 49, il n'y avait pas de mouvement de femmes, on parlait plus de féminisme, il n'y avait rien. Vous étiez relativement seul. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Simone de Beauvoir. Oh, il s'est passé une grande levée de bouclier contre moi d'abord. Parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux. Et il a dit que j'avais ridiculisé le mâle français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables, en disant que j'étais humiliée d'être une femme, et qu'alors je voulais ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. C'était 2 minutes de la haine. Covid, 1984. Feuilleton radiophonique. Il pensa de nouveau à Catherine. Il devait y avoir 9, 10, peut-être 11 ans qu'ils s'étaient séparés. Qu'il pensât si peu à elle, c'était tout de même curieux. Il était capable d'oublier pendant des jours qu'il avait jamais été marié. Ils étaient restés ensemble environ 15 mois seulement. Le parti ne permettait pas le divorce, mais il encourageait plutôt les séparations lorsqu'il n'y avait pas d'enfants. Catherine était une fille grande, blonde, très droite, aux gestes magnifiques. Elle avait un visage hardi, aquilin, un visage que l'on aurait pu qualifier de noble, si l'on ne découvrait que derrière ce visage, il n'y avait à peu près rien. Tout au début de leur vie conjugale, il avait décidé, mais peut-être était-ce seulement parce qu'il la connaissait plus intimement, qu'elle avait sans contredit l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire, le plus vide qu'il eût jamais rencontré. Elle n'avait pas une idée dans la tête qui ne fût un slogan, et il n'y avait aucune imbécilité, absolument aucune, qu'elle ne fût capable d'avaler si le parti la lui suggérait. Cependant, il aurait supporté de vivre avec elle s'il n'y avait eu précisément le sexe. Dès qu'il la touchait, elle semblait reculer et se roidir. L'embrasser était comme embrasser une image de bois articulée. Ce qui était étrange, c'est que même quand elle semblait le serrer contre elle, il avait l'impression qu'elle le repoussait en même temps de toutes ses forces. C'était la rigidité de ses muscles qui produisait cette impression. Elle restait étendue, les yeux fermés, sans résister ni coopérer, mais en se soumettant. C'était extrêmement embarrassant. Et après quelque temps, horrible. Même alors, il aurait supporté pourtant de vivre avec elle s'il avait été entendu qu'il y avait entre eux une séparation de corps. Mais, assez curieusement, c'est Catherine qui avait refusé. Il devait, disait-elle,
donner naissance à un enfant s'il le pouvait. La performance continua donc une fois par semaine, régulièrement. Elle avait même l'habitude, chaque fois que ce n'était pas impossible, de la lui rappeler le matin, comme une chose qui devait être faite le soir et qu'on ne devait pas oublier. Elle avait 2 phrases pour désigner cela. L'une était « fabriquer un bébé » et l'autre « notre devoir envers le parti ». Oui, elle avait réellement employé cette phrase. Il se mit très vite à éprouver un véritable sentiment de frayeur chaque fois que le jour fixé revenait. Heureusement, aucun enfant n'apparut et à la fin, elle accepta de renoncer à essayer. Bientôt après, ils se séparaient. Yeah? Nina? Is there anybody here who's called Nina Hagen? Hello. Voilà. Nina Hagen, une personnalité déroutante, transfuge de RDA, toujours en avance d'une mode depuis les punks. Un peu comme Coluche, Nina Hagen est une vedette qui joue du scandale pour raconter des choses sérieuses. Il y a 8 ans, expulsée d'Allemagne de l'Est, elle introduisait la dissidence dans le show business. J'ai vu des écrans de télévision derrière une vitre. Je vous ai vu, je n'avais pas le son, mais il y avait quelque chose qui m'a donné une grande émotion. Elle chantait, j'entendais pas, mais elle chantait avec elle. Et je dis, cette femme, elle chante merveilleusement, mais sans l'entendre. Okay, do you wanna go? Winston reprit sa plume et écrivit. Elle se jeta sur le lit, et tout de suite, sans aucune sorte de préliminaire, de la façon la plus grossière et la plus horrible que l'on puisse imaginer, elle releva sa jupe. Il se vit là, debout dans la lumière obscure, avec dans les narines l'odeur de punaise et du parfum à bon marché, et dans le cœur un sentiment de défaite et de rancune, qui, même alors, était mêlé au souvenir du corps blanc de Catherine, figé à jamais par le pouvoir hypnotique du parti. Pourquoi devait-il toujours en être ainsi? Pourquoi ne pouvait-il avoir une femme à lui, et non à des années d'intervalle ces immondes mégères? Mais une réelle aventure d'amour était un événement presque inimaginable. Les femmes du parti étaient toutes semblables. La chasteté était aussi profondément enracinée chez elles que la fidélité au parti. Le sentiment naturel leur avait été arraché par des conditions de vie spéciales, appliquées très tôt, par des jeux et par l'eau froide, par les absurdités qu'on leur cornait aux oreilles à l'école, chez les espions, à la Ligue de la jeunesse, par des lectures, des parades, des chansons, des slogans, de la musique martiale. Sa raison lui disait qu'il devait y avoir des exceptions, mais son cœur n'en croyait rien. Elles étaient toutes imprenables, telles que le parti entendait qu'elles fussent, et ce qu'il désirait plus encore que d'être aimé, c'était une seule fois dans sa vie abattre ce mur de vertu. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. Éveiller les sens de Catherine, bien qu'elle fût sa femme, eût été, s'il avait pu y parvenir, comme une violation. Mais le reste de son histoire valait d'être écrit. Il continua. Je tournai le bouton de la lampe. Quand je la vis en pleine lumière, après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il avait pu voir la femme distinctement. Il s'était avancé d'un pas vers elle, puis s'était arrêté, plein de convoitise et de terreur. Il était douloureusement conscient du risque qu'il courait en venant là. Il était parfaitement possible que les policiers le cueillent à la sortie. À bien y penser, ils étaient peut-être en ce moment en train de l'attendre de l'autre côté de la porte. S'il s'en allait, sans même faire ce qu'il était venu faire. Covid, 1984. Feuilleton radiophonique.
Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. 1 player. Start game. Interaction mode. Mix. Deux informations ponctuelles ce matin pourraient laisser penser que le numéro 1 est-allemand a réussi à stopper l'hémorragie en ouvrant le mur. Au cours des dernières 24 heures, seulement 605 est-allemands se sont réfugiés en RFA. Or, tous ces derniers jours, c'était 10 000 quotidiennement. De plus, selon la Croix-Rouge, de plus en plus d'Allemands de l'Est qui avaient quitté leur pays rentrent aujourd'hui chez eux. La Croix-Rouge parle de milliers de personnes. Mais revenons au grand concert de cette nuit, un concert pour Berlin auquel participait Nina Hagen, la chanteuse de rock originaire d'Allemagne de l'Est. Reportage de Corinne Pertuis. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Oh, Roxanne, Roxanne. C'est bon, je peux croire ça. C'est formidable. Une Nina Hagen provocatrice à souhait. De quoi commencer à combler une frustration vieille de 30 ans. Je désire que les Allemands de l'Est aient de nouveaux partis, de nouvelles organisations politiques, comme ils l'ont d'ailleurs toujours désiré, et puis des élections officielles pour le Parlement, un vote libre, que les partis qui sont encore clandestins puissent être au grand jour, tels que mon propre parti, le FRH, les féministes radicales harmonieuses, un parti d'importance mondiale. Les Berlinois de l'Est ont repris le travail. Ils ont refait la queue à la frontière, mais cette fois pour rentrer chez eux. Revenir de l'Ouest, une sensation qu'ont ressentie pour la première fois ce week-end 2 millions de Berlinois. Judith Butler. Il peut être utile de rappeler que la catégorie genre a été introduite aux États-Unis dans le cadre de programmes de gestion du genre conçus par des psychologues cherchant à résoudre ce qu'ils concevaient dans les années 1950 et 1960 comme le problème des caractères sexuels mixtes ou indéterminés, ou la non-conformité aux normes de genre. Le genre est donc apparu d'abord comme un concept normatif. Le concept de genre est apparu car on mesurait des déviations par rapport à la norme, ce qui laisse entendre que le genre était un concept normatif
régulant la façon dont nous devrions paraître et vivre en tant que femmes ou en tant qu'hommes. En effet, l'assignation du genre était perçue comme coextensive de l'attribution normative du genre. Vous êtes une fille et vous devez devenir une fille en fonction des normes de la féminité ou de ce que j'appellerais girlhood. La catégorie du genre a ensuite été reprise par les sociologues et les anthropologues, y compris par plusieurs féministes qui ont cherché à faire du genre non plus une norme développementale, mais une catégorie culturellement variable. Les anthropologues comme Sherry Ortner et Gail Rubin, qui ont commencé à utiliser cette catégorie, cherchaient à contester les dimensions normatives du modèle développemental. Si l'on maintient le cadre binaire, le temps de la démonstration, on dira que ces anthropologues défendaient l'idée que les femmes et les hommes correspondent à des manières socialement organisées d'habiter encore dans le cadre d'un monde social plus vaste. La tâche de l'anthropologie critique féministe est de suivre et de révéler les processus culturels ou historiques par lesquels s'effectue cette transformation. J'estime que nous luttons aujourd'hui pour vivre sans violence dans un monde multiracial, un monde où la diversité du genre et la diversité sexuelle nous poussent à accepter de nouvelles configurations sociales qui permettent aux gens de vivre libres de toute forme de peur et de harcèlement, qui permet à chacun de prendre part à la complexité changeante de la communauté humaine. Nous avons eu l'obligation non seulement de vivre avec la différence culturelle, mais d'embrasser et d'affirmer la complexité de ce que nous sommes. Des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants qui tous sont égaux et dépendants d'une terre qui dure et d'un monde où chacun peut vivre et faire son possible. Control, delete, overdrive, touch sensorial, very last bow, touch sensorial, witness the new number, crowd. Très clairement, il y a beaucoup de gens dans le monde, de la Russie à la Roumanie jusqu'au Brésil, la Hongrie, etc., dans beaucoup de pays, en Europe et en Amérique latine en particulier, mais aussi aux États-Unis, on s'aperçoit que les mobilisations anti-genre sont très fortes. On voit par exemple en 2017, au Brésil, à São Paulo, Judith Butler brûlée en effigie. Manifestement, la droite et l'extrême droite prennent au sérieux le concept de genre. Je voulais signaler un exemple qui nous permettra de repenser et la vulnérabilité dans la résistance et le féminisme, sur lequel Judith Butler s'est exprimée l'année dernière. C'était dans un entretien apparu dans New York Times. Elle compare les deux mouvements féministes MeToo aux États-Unis et Ni Una Menos en Argentine. Pour rappel, Ni Una Menos, pas une de moins, dénonce les féminicides et les violences sexistes, tandis que MeToo encourage la prise de parole contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Et en France, je crois que c'était l'équivalent, c'était le hashtag Balance ton port. Alors, les deux mouvements mobilisent la vulnérabilité pour des objectifs politiques, mais
Les deux cherchent également à renverser la passivité et victimisation attachée aux conditions qu'ils dénoncent, n'est-ce pas? Et selon Judith Butler, bien qu'important, MeToo tombe dans un individualisme qui ne se prête pas à construire une solidarité élargie. Par contre, Ni Una Menos reprend de certaine manière l'injonction éthique de Nunca Más, ou jamais plus. Cette injonction peut être adaptée à d'autres contextes, par exemple, jamais plus la précarité, jamais plus l'indifférence envers les vies africaines, indigènes, homosexuelles, jamais plus une vie perdue aux politiques néolibérales d'endettement ou au changement climatique et ainsi de suite. Judith Butler parle de ces contradictions qui sont dans notre monde, c'est-à-dire qu'il y a des vies dont on considère qu'elles ne sont pas pleurables, qu'elles ne valent pas, et comme disait Adorno, il y aura des gens qui mourront sans avoir le droit à la citation, ou Benjamin, qu'elle cite beaucoup aussi, eh bien des vies anonymes, et l'histoire est toujours celle des vainqueurs. Alors justement, il y a ce travail, regarder en amont, justement, considérer la vulnérabilité fondamentale et différenciée afin de mettre au jour des conditions qui enrichissent justement la socialité et qui font que certaines choses sont injustes et qu'il ne faut pas se payer de mots en invoquant une égalité qui n'est que sur le papier. Donc là, il y a vraiment, faut voir à quel point la notion de vulnérabilité n'est pas seulement une notion de déconstruction, bien sûr, elle déconstruit toute cette armature conceptuelle qui fait que certains êtres et même certains vivants, comme les animaux, n'ont droit à rien et la mise à mort provoquée de ces animaux, eh bien, n'est pas une tueur à point. Eh bien, elle va pas jusque-là, mais moi j'y vais. Et je crois que quand on pense la vulnérabilité au sérieux, c'est une bombe. Mais il y a aussi un aspect constructif, ça a été dit par Zineb tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous engage de manière très profonde vers la redéfinition d'une socialité, d'une cohabitation avec les autres qui soit plus juste et qui soit une vraie paix. Spectate, control, delete, overdrive, touch sensorial, very last bow, very last bow. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. But even in the early days of feminism, we were only supposed to care for the suffering du féminisme, on était toujours censé se préoccuper de la souffrance des femmes. Mais est-ce que ça voulait dire qu'on s'en fichait de la souffrance de certains hommes victimes de racisme, victimes de violences humaines? Donc je pense qu'il faut interrompre ce processus d'identification. On ne doit pas considérer comme précieux ou digne d'importance uniquement la souffrance de ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Non. Il faut accepter ces différences et prendre sur nous cet impératif de nommer et de s'opposer aux souffrances et aux injustices subies par les autres. The game of sound. Game over. Ready to new game. Of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. Quelques-uns des mots B avaient de fines subtilités de sens à peine intelligibles à ceux qui n'étaient pas familiarisés avec l'ensemble de la langue. Considérons, par exemple, cette phrase typique d'un article de fond du Times. Ansi penseur, ne s'en ventre, anxos. La traduction la plus courte que l'on puisse donner de cette phrase en ancilangue est « Ceux dont les idées furent formées avant la Révolution ne peuvent avoir une compréhension pleinement sentie des principes du socialisme. »
Mais cela n'est pas une traduction exacte. Pour commencer, pour saisir dans son entier le sens de la phrase novlangue citée plus haut, il fallait avoir une idée claire de ce que signifiait Anxos. De plus, seule une personne possédant à fond l'Anxos pouvait apprécier toute la force du mot « sans ventre », sentir par les entrailles, qui impliquait une acceptation aveugle, enthousiaste, difficile à imaginer aujourd'hui. Ou du mot « ansi pensée », pensée ancienne, qui était inextricablement mêlée à l'idée de perversité et de décadence. Mais la fonction spéciale de certains mots novlangues comme « ansi pensée » n'était pas tellement d'exprimer des idées que d'en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu'à ce qu'ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Confinement. Construit sur la racine fin. Dans l'Antiquité, il y avait l'expression finis terrae, littéralement la fin de la terre, mais qui désignait aussi l'horizon qui s'ouvre à nous. Ça a donné également le mot confin, un mot prisé dans la littérature de voyage pour désigner les beaux endroits du bout du monde, encore protégés, tout le contraire de la mauvaise mondialisation. Le dictionnaire. Des mots. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Impact du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifiques. 16 mars. Face à ce virus, Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil. Ce disque est ce que l'on appelle un pur produit de studio. Judith Butler. Ok. Nous tous, quand nous arrivons au monde, nous avons été formés, façonnés. Et pourtant, parfois, dans ce façonnage, on arrive à procéder à des changements sur nous-mêmes et même à créer des ruptures. Et c'est ça que revendique le mouvement LGBT, ou voire, et encore plus les transgenres qui refusent cette assignation du sexe. Et je veux ce soir vous remercier pour ce dévouement. D'une durée de 4 à 8 jours. En respectant les règles de confinement. Pour des discussions sur un sujet spécifique. De nos policiers et de nos gendarmes. Sur le sexisme et la... Vous avez fait que l'épidémie commence. Impact du langage sexiste au... Les résultats sont là. Verbal et la... Plusieurs régions ont pu être épargnées. Formation partielle. L'espoir renaît. Nous avons donc dû parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles. Ce dévouement. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les infirmières, les aides à domicile. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter? L'accident, parce que je suis très bête et j'écoute rien. Et l'inattention n'est pas seulement la faute du téléphone. Chercher un CD, avoir un écart ou... Nous saurons faire face. Épidémie. Nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Mais comme vous. Des faiblesses aussi de notre logistique. Depuis des années. Mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. Renez, innover, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Ou en Hexagone, comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée.
Nous devons donc et continuer d'appliquer les règles jusqu'au lundi 11 mai. Disponible en réanimation Un mois, les gars, encore. et permet de continuer d'être respecté. Toutes les générations de révolutionnaires disent nous allons puiser dans l'old school. Il y a très peu de révolutions musicales qui ont réussi et qui se sont ancrés durablement à partir d'une table rase. Les punks, ils disaient qu'ils faisaient quelque chose de complètement nouveau, mais ils reprenaient des techniques, notamment d'écriture de paroles, qui venaient non pas du passé de la musique, mais qui venaient de Dada ou des surréalistes ou d'une certaine poésie. Donc ils s'ancraient toujours dans quelque chose. Pour notre vie quotidienne, il faut continuer, leur se montrer leur efficacité, appliquer les gestes barrières, légers, laver les mains. La journée. Avec la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Et heureusement. Pour tous les autres secteurs économiques, à la fin de la présidence Mitterrand, à partir des... les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées. Elles sont inédites et incompatibles avec les règles sanitaires. Au contraire. Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, et d'idées. Les traites, les loyers, les emprunts. L'impression qu'il fallait faire un gigantesque cours de rattrapage. Seront prolongés et renforcés. Chacun a aussi sa nostalgie. Et je voudrais, si vous le permettez, faire une citation. Albert Camus disait « La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie ». Pas la nostalgie, sa nostalgie. Donc nos cerveaux sont universels, oui, mais aussi individuels. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinéma, théâtre, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Oh là 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 là. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. Oh là là. La charge mentale est un phénomène qui se rapporte à la gestion des foyers. Dans un couple hétéronormé, la charge mentale pèserait bien plus lourd sur la femme, qui se doit de penser à chaque détail pour faire vivre la maison. Le principe de la charge mentale a été mis en lumière en 1984 grâce à la sociologue française Monique Eco dans son article « La gestion ordinaire de la vie en deux » et non pas à deux. À partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. La charge mentale requiert beaucoup d'organisation. Penser à tout, c'est même un travail à plein temps en soi. Et le pire dans tout ça, c'est que ce travail qui est invisible mais pourtant fondamental n'est ni considéré, ni rémunéré. Avoir à penser à tout, c'est une source de fatigue non négligeable. À quelle échéance, dès lors peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve? Je sais vos questionnements, je l'ai pris 11 mai. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais de Sciences Po occupées. Nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Il n'y a aucune raison pour que les uns soient toujours les chefs de l'organisation et les autres de simples exécutants. En fait, l'idée c'est de communiquer et de discuter, et faire en sorte de mieux répartir cette charge mentale. Nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Durant les semaines à venir, le gouvernement, le Parlement, notre administration avec nos maires et nos élus locaux auront à préparer la suite. Déjà, fermer une usine qui était là pour la porter en Europe notre voix afin d'avoir plus d'unité en annulant massivement leurs dettes. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte à Pékin, New York, Alger ou Dakar. Une indépendance agricole. Les distinctions sociales sur l'utilité commune. Sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Prévention. Ces mots, mais ne suffiront pas. Mes chers compatriotes, nous permettent de tenir. Les Français, notre solidarité, notre confiance, Alors prenez soin de vous, les uns des autres, et de dessiner ce chemin, et nous tiendrons. Mes chers compatriotes, Vous écoutez. vive la République. Bon. Vive la France. Coupé.
c'était Covid. 1984. mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid. 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid. 1984, réalisé par le ministère de l'amour. Since 1984. Since 1984. Au revoir, frère. Since 1984.